Salut à tous, Kin Boys, fondateur de Retour vers l'avenir, le média dédié à la scène R&B francophone, toutes générations confondues, je précise. Aujourd'hui, pour ce nouveau format du Retour en discussion, nous allons aborder le thème suivant, l'écriture dans le R&B. Oui, comme vous le savez, on est des amoureux du R&B et pour bien se faire, j'ai avec moi un invité, il ne le sait pas, mais que j'admire beaucoup. Oh, Oui. merci Tu beaucoup. vois, on fait des éloges Oh. ici, c'est important. Ouais, je vais rougir. J'admire beaucoup, qui m'inspire vraiment. Oh, merci beaucoup. Je suis très content de l'avoir parmi nous. Et comme il se doit, je vais le laisser se présenter. Déjà, merci beaucoup. Je m'appelle Hubert, je suis animateur radio. Du coup, rien à voir avec le R&B. J'ai une émission manga sur Move tous les mercredis, 19h, 21h. Mais en effet, je suis un grand passionné de R&B et dans d'autres médias, j'ai pu parler R&B à une époque. C'est pour ça que tu es ici. Oui. Parce que par rapport au thème qu'on va aborder aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure en off, moi j'ai pensé à toi direct. C'est gentil. Ouais. Franchement, je suis très content que tu sois là. Déjà, sois C'est un bienvenu. plaisir partagé. Merci beaucoup. Sens-toi à l'aise. T'es chez toi ici, donc. Parfait. Vraiment. Le tapis est propre, parfait. Ok, n'hésite pas. Ouais, Si tu veux boire ou quoi que ce soit, vraiment, voilà. Super. Donc, alors, pour t'expliquer un petit peu, ici, on est dans le format du retour en discussion. Donc, le retour en discussion, en fait, ce que c'est qu'on fait un retour tout d'abord vers le passé, avant de parler du présent, par rapport à nos invités. Ok. Tu vois. Donc, le but, c'est avant d'aborder le thème, on essaye de comprendre un petit peu le cheminement par rapport à nos invités, par rapport à la musique, bien évidemment. Essayer de comprendre comment ils ont fait leur fameuse rencontre avec le R&B. Ok. Donc la première question que je vais te poser, c'est pendant ton enfance, pas forcément R&B, mais quand tu penses à ton enfance, quel est le premier souvenir qui te revient musicalement? Je dois citer l'artiste ou la chanson? Ouais, comme tu veux. Je pense que là, ce que j'ai le plus en tête pour mon enfance, c'est Jean-Jacques Goldman. Ok. Et même aujourd'hui, j'écoute toujours, puisque je suis un ancien, j'ai acheté les CD. Mais moi, ce qui m'a plu, et même quand j'étais petit, j'ai toujours aimé la manière dont Jean-Jacques Goldman manie les mots. Ok. Et je trouve très R&B aussi dans ses tournures de phrases. Il n'a pas forcément une voix puissante, mais il a une interprétation qui te touche énormément. Il y a une chanson, et c'est peut-être ma chanson préférée de Jean-Jacques Goldman. C'est la chanson qui s'appelle Pas toi. Okay. Où dedans, en fait, ça parle d'une séparation et ça parle de lui qui a du mal à accepter cette séparation. La fille, elle va très bien, et dont ce refrain où il dit je comprends pas pourquoi moi je saigne et pas toi. Et il y a, oh là là, c'est tellement plus. Cette chanson, elle est magnifique. Est-ce que vous voyez déjà comment il est passionné quand il tient? C'est pour ça que t'es là. C'est pour ça que je t'ai invité. En fait, c'est pas moi, ce sont les artistes qui sont tellement puissants. Moi, Jean-Jacques Goldman, c'est mon artiste français préféré. Ok, je savais pas, d'accord. C'est ça, malheureusement, je le verrai jamais en concert parce que il a décidé de sortir de tout ça. Mais ouais, c'est mon artiste français préféré et je le trouve tellement puissant, même dans ce qu'il écrit pour les autres, tu vois. Il est extraordinaire. D'accord. Et pour tous les fans de R&B, de la nouvelle génération, si vous n'avez pas écouté les chansons de Jean-Jacques Goldman, encore plus ces chansons d'amour, qu'elles soient heureuses ou pas, vous allez vous retrouver dedans. C'est beau, c'est bien rythmé, c'est comme on aime, couplet, refrain, bridge. Ah, des bridges en plus. La guitare, je suis un grand fan de guitare. Ok. Quand il envoie de la guitare électrique ou de la guitare sèche, c'est magnifique. D'accord. Franchement, je pense que tout le monde là, les personnes qui vont t'écouter, je pense qu'on va faire nos devoirs sur Jean-Jacques. Allez-y, et pour rentrer plus facilement dans l'univers de Jean-Jacques Goldman, je me permets de vous conseiller le premier album de Frédéric Goldman et Jones, qui s'appelle Frédéric Goldman et Jones, la pochette est noire, et c'est du no-skip. Il y a 10 ou 11 chansons, c'est du no-skip. Ok, c'est un petit projet et tout, donc ça s'écoute. C'est énorme. D'accord. Et donc, est-ce que au niveau du genre, donc t'étais spécialement branché dans la variété ou tu t'es intéressé à autre chose? Alors, tu sais, quand t'es jeune, t'écoutes souvent la musique de tes parents, tu vois. Donc, dans la voiture, moi, on écoutait très Chéri FM. Donc, c'est vrai que j'ai grandi avec ça. Et c'est une fois que j'ai commencé début d'adolescence. Mon début d'adolescence arrive avec l'arrivée de Skyrock. Et c'est là où, du coup, pas le R&B, mais je découvre le rap. Le rap d'abord, ok. Exactement. Donc, on est quoi, 96 ou 97.
Et en fait, c'est peut-être un deuxième choc musical. Parce que du coup, c'est totalement différent de la variette. Quoique sur certains aspects, puisque le rap 90-2000, on est sur des textes qui sont quand même très engagés, qui sont aussi très bien écrits, très beaux. Et ça m'a aussi très vite plu. Je me suis très vite intéressé, ça tombe bien, c'est le thème, mais je me suis très vite intéressé à l'écriture. Ouais. Tu vois. Et celui qui est le plus ressorti, c'est Passy. Parce qu'on est sur une écriture qui est... Là aussi, on est sur quelque chose qui est simple, mais pas simpliste. Tu vois, c'est pas pareil. Okay. C'est simple et percutant. Et son premier album, Les Tentations, alors petite anecdote, il sort en 97, en mars 97, cet album-là. Moi, j'ai 13 ans. D'accord. Et j'ai pas de quoi acheter l'album. Donc, je l'enregistre. Les morceaux, je les enregistre sur sa semaine Planète Rap. Sur une cassette. Sur une cassette, genre. Exactement. Et c'est plus tard que je peux acheter l'album, tu vois. C'est mon album préféré de rap. Passy, franchement, c'est vrai que moi aussi, ce premier album, c'est un classique. Les prods d'Akhenaton, tout est, les prémices de Bissona Bisso, tout est fort, tu vois. Il y a même un slow jam. Ouais. Enfin, c'est vrai. Presque. Ah oui, l'entre-deux-langes, tu vois. L'entre-deux-langes, c'est l'entrejambe féminin. Tu vois, c'est peut-être aussi mes prémices de l'amour pour le R&B. C'est l'entre-deux-langes de Passy, tu vois. Peut-être. C'est ce que j'allais te demander maintenant. Parce que la fameuse question, donc du coup, elle vient. Comment t'as fait ta rencontre avec le R&B ? En fait, il y a deux trucs. La première, moi j'ai grandi en région parisienne dans le 95. Et pour les jeunes de mon époque qui écoutaient rap ou R&B, il y avait 3 radios qu'on écoutait vraiment, tu vois. Skyrock, Ado et Génération. Okay. Et donc j'écoutais du R&B quand ça passait à la radio. Mais je trouvais ça cool, mais je me disais, ouais, c'est sympa, mais c'est pour les filles, quoi. Nous, on est des... Moi, je suis un mec, il y en a beaucoup qui du rap. disent ça, genre, c'est parce que, en vrai, le R&B, c'est une musique d'adulte. Quand t'es ado, tu comprends. C'est une musique d'amour. Faut être adulte pour comprendre l'amour. Et c'est normal qu'en étant ado, tu comprends pas forcément. C'est pas un truc que tu maîtrises à cet âge-là. Donc, c'est normal. Et en vrai, ma rencontre déterminante, ça a été en seconde. Je tombe dans la classe de l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Antoine, je le salue, qui lui est un fan absolu de R&B et un grand fan de 112. Oh, ok. Et en fait, c'est lui qui dit, tiens, mais tu devrais écouter ça, tu vas aimer. Et puis, en fait, on passe des mercredis après-midi chez lui, des samedis où il me fait des compiles, à l'époque des clés USB, et je ramène ça chez moi. Donc, je commence avec du 112, avec Drew Hill, puis je reviens sur, qui sera très déterminant dans ma vie, R. Kelly, sur plein de choses. Et je me dis, mais... Tu vois, j'ai 15-16 ans et puis je commence à comprendre certaines choses. Parce que j'allais dire, tu comprenais déjà un petit peu l'anglais ou pas ? Je comprends pas complètement l'anglais à cette époque-là, mais t'allais sur zouké.com et t'avais toutes les paroles. Ouais, très bien. C'est super. Les plus anciens ont reconnu. Ok, j'ai la ref, et donc, je traduisais comme ça. Et puis après, moi ça a été aussi déterminant dans ma vie parce que j'étais vraiment mauvais en anglais. Et comme je voulais absolument comprendre les paroles d'R. Kelly, entre autres, je me suis intéressé à l'anglais. Et j'ai bossé l'anglais pour comprendre le R&B. Donc c'est la musique qui t'a ramené vers l'anglais. C'est la musique qui m'a ramené vers l'anglais. C'est beau. Sinon, j'ai été une quiche. Mais totale. Et pour finir sur cette rencontre, ma rencontre la plus déterminante donc avec Antoine, c'est qu'il m'a donné son amour pour 112, qui est mon groupe préféré aussi. Et donc moi, j'étais en seconde pendant l'année 2000-2001. Et en 2001, en mars 2001, il y a le 3e album de 112 qui sort, Part 3. Et donc, c'est le premier album R&B dont j'attends la sortie, tu vois. Ah là, tu vis le truc, là. Là, je le vis. Ouais, okay. Surtout qu'il y a les singles qui sont sortis, Dance With Me, Over Now, et qui sont des super morceaux. Et quand j'ai l'album, à l'époque, en piraté sur LimeWire, mais depuis, je l'ai acheté. Oh, quel choc! Et je me dis donc, c'est ça le R&B? Autant du up-tempo, autant du slow jam, des vibes. Slim a des ad-libs fabuleuses. Incroyable. Je suis tombé amoureux. J'ai dit OK. Et en fait, j'écoutais de plus en plus de R&B, de moins en moins de rap. Je continue à en écouter, mais c'était plus ma musique première, tu vois. Le R&B était passé devant. OK. Donc c'est 112 qui t'a fait basculer. 112, c'est le moment déterminant. Je dirais pas que 112 est que Part 3 est le meilleur album R&B de tous les temps, parce que c'est pas le cas. Mais par contre, si tu me demandes quel est l'album qui a changé ma vie, l'album R&B qui a changé ma vie, c'est Part 3 de 112.
Ok, intéressant. Donc si je te demande de choisir entre 112 et Jagged Edge, tu prends 112. Bah, oui, non mais il n'y a aucun groupe que je mets devant 112. Même Joe DC, non. Joe DC est de facto un meilleur groupe. Ça, oui. Mais pour toi, tes goûts à toi. Moi, j'ai un amour particulier pour 112. Tu sais, c'est comme, on va faire un parallèle dans le sport. Ton joueur préféré, que ce soit au basket ou au foot, c'est pas forcément le meilleur joueur. Mais dans sa manière de faire, tu te reconnais peut-être plus. C'est clair. Tu vois. Et moi, j'aime. Et je trouve justement que 112, c'est la fusion, entre guillemets, parfaite du meilleur de Joe DC et du meilleur de Boyz II Men. C'est-à-dire qu'ils ont autant des chansons d'amour que des chansons très sexuelles. Je ne t'ai jamais posé la question. Et des hits dansants, tu vois. Donc, tu les as déjà vus en concert? Oui, 2 fois. Ok. Et je vais te le dire, ça a été 2 déceptions. Après, je les ai pas vus à leur prime. Ouais, bien sûr. C'était en quelle année? Alors, le premier, je me souviens plus. Le deuxième, c'était... Je crois que c'était juste avant le Covid. C'était à l'Olympia. Oh, c'était il y a pas longtemps. Ouais, c'était à l'Olympia. Bah, c'était un concert à 3. Il y avait... je m'en souviens. Il y avait Genuine, 112 et Dru Hill. Ah oui, Dru Hill, ouais. Parce que en vrai, tout à la fin, Dru Hill sont sortis, Sisqó est resté seul pour chanter Tong Song, Incomplete et d'autres morceaux, tu vois. Ok, d'accord. Bon, intéressant pour le R&B. Bon, comme tu sais, on est un média R&B francophone. Oui. Donc je suis obligé de te poser la question par rapport au R&B francophone. Oui. On dit francophone maintenant parce que... Parce qu'il n'y a pas que des Français. Il y a les Belges, il y a un peu, voilà. Il y a les Canadiens. Les Canadiens, tu connais, je vois. Bah oui. Et du coup, c'était quoi les premiers artistes ou peut-être groupes Alors, groupe, à une époque, sur M6, il y avait une émission qui s'appelait Graines de Star. Ouais. Et à Graines de Star, c'est là où j'ai aussi mes premiers amours, entre guillemets, même si j'étais encore très rap, pour l'écriture et le R&B française. C'est qu'il y avait Poetic Lover, qui ont fait Graines de Star. C'est vrai qu'ils viennent de là-bas. Leslie aussi. Willy Denzé. Leslie. Et en fait, je me suis un peu intéressé. Willy Denzé et Leslie, c'est encore un peu après, tu vois. C'est début 2000. Les Poetic Lover, on était vraiment mi-fin 90, tu vois. Et le groupe, quand les Poetic Lover arrivent, et reprennent des morceaux de Boyz II Men, tu vois. Ouais, clairement. Et je dis, mais ils sont forts, les mecs. Ça veut dire que en France aussi, on a des gens qui savent aussi bien chanter. Parce que je connaissais rien du tout au R&B français. Hachim et son groupe, je connaissais pas. Je connaissais rien. Mel Groove et tout, non. Mel Groove, c'est arrivé encore un peu après Mel Groove. C'est pas fin 90. C'est fin 90, Mel Groove. Ouais, les Poetic Lovers, c'est encore un petit peu avant Mel Groove, tu vois. Bon, bref, en tout cas, ça arrivait un peu à la même époque. Et j'ai dit, ok, cool. Ça veut dire qu'en France, on a des gens qui savent bien chanter. Et en vrai, je me suis intéressé très vite. Alors, en vrai, c'est en 2000 où tout a changé quand je suis arrivé en seconde. Mais c'est pas les Poetic Lovers qui m'ont marqué en premier, même si j'ai ce souvenir. C'est Matt. R&B de rue. L'album d'avant. Juste avant son premier album. Oui, son premier album. C'est en 99. Ouais, 99, ouais. Il y avait le morceau avec 12-013. Avec Def Bond, qu'il a remis ensuite dans l'autre album. Et surtout, il y avait un morceau qui s'appelle Sophie. Il y avait une meuf que je connaissais qui s'appelait Sophie. Bref, c'est encore autre chose. Et en fait, ce morceau, il passait beaucoup sur Ado. Et je le trouvais super bien parce que je me dis, mais c'est un mix R&B et rap. Et c'est super cool, tu vois. C'est rythmé, c'est bien chanté. Et puis surtout, il y avait une interrogation sur Matt. C'est qu'on savait pas si c'était un garçon ou une fille. C'est vrai, quand je croyais que... Ouais. Parce qu'en France, on est alors, j'insulte tout le monde, je fais une généralité, mais on était un peu bête en se disant, mais une voix aiguë, c'est pas possible que ce soit un mec. Alors que ça nous dérange pas d'écouter Michael Jackson, tu vois. Merci, j'allais parler. Tu vois, c'est vraiment un truc très français, ça. Ouais, c'est clair. Et ouais, Matt, ça m'a beaucoup parlé parce que, Matt, il a commencé avec le rap et ça s'est senti dans son écriture. Si son deuxième album et l'album qui a super bien marché, l'album d'après aussi a très bien marché d'ailleurs. Mais R&B de rue, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un mec du R&B mais qui chante du coup la rue et qui la connaît bien parce qu'il a fait du rap. Et ouais, ça m'a beaucoup touché. Puis on est en 2001 aussi. Et cet album, pareil, c'est un no skip. Clairement. Tu vois, il chante aussi bien l'amour dans Je croyais en toi avec la brigade. Et si tu regardes les feats, à part Kena Samet, c'est des rappeurs.
Il y a donc j'ai parlé de La Brigade. Il y a Hill des X-Men. Il y a d'autres, j'ai plus en tête là. C'est super fort et c'est prenant. Et en fait, moi qui étais en train de faire la passation rap R&B, c'était ce qu'il fallait en fait. C'était exactement l'album l'ingrédient parfait pour toi. Exactement. Et aujourd'hui encore, je l'écoute cet album. Tu vois, je le mets dans ma chaîne IFI et je trouve qu'il vieillit super bien. C'est ce que j'allais dire. Et il y avait Lord City aussi, avec Cendrillon du Ghetto. Et tous les singles sont des hits. C'est des hits incroyables. Et c'est-à-dire que c'est ce que j'aimais particulièrement. Excuse-moi, je dégraisse énormément. Ce que j'aime particulièrement à l'époque de Ado, donc les années 90-2000, c'est-à-dire qu'ils allaient te jouer des morceaux qui n'étaient pas des singles. Ouais, c'est vrai. Et ça allait te faire kiffer. Par exemple, le prix à payer, donc le morceau avec Ken Samet. Déjà, à l'époque, il n'avait pas été clippé. Il a été clippé maintenant, c'est un clip. Je sais pas s'il est officiel, mais il y a un clip. Et c'est un morceau qui passait alors que c'était pas un single. Ouais. C'est vrai qu'Ado, sur ce coup-là, ils étaient très très forts. Ouais. Même pour les Américains, ils faisaient la même chose. Il y avait des sons que tu allais découvrir grâce à la radio. Waouh. Ouais. La radio était très utile. Il y a certaines radios qui ont compris que il y a les singles, mais il y a le reste aussi de l'album qui est bon. Et Ado l'avait bien compris, ça. C'est clair. Ouais. Mais du coup, dans toute cette approche par rapport au R&B, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le R&B? Qu'est-ce que tu aimes entendre? Moi, j'aime l'émotion. Pour moi, le plus important dans le R&B, c'est l'interprétation. Ouais. La voix, c'est secondaire. Parce que tu peux avoir une voix qui n'est pas spécialement puissante. Peut-être qu'on parlera tout à l'heure de Wallen, qui d'ailleurs, 2001, le premier album, À force de vivre, ou La vie devant soi. Non, À force de vivre. Elle n'a pas une voix puissante, Wallen. Mais par contre, en interprétation, c'est-à-dire savoir mettre l'émotion sur la bonne phrase, sur le bon mot, mais en fait, ça change complètement une chanson. Clair. Et moi, c'est ça qui me fait vibrer, tu vois. Pouvoir, on va dire, être plus important que la musique. Et c'est beau, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui me plaît. Et puis les textes, tu vois. Alors, les textes de Wallen sont majoritairement écrits par un rappeur, par Abdel Malik. Abdel Malik, oui. Mais Abdel Malik, je l'ai jamais rencontré, j'ai jamais lu d'interview, pas spécialement sur le R&B sur lui, mais je sens qu'il a quand même un amour et qu'il a une grande culture et ça se sent dans son écriture, tu vois. Tu prends un morceau comme Mes rêves, il y a cette phrase que Wallen interprète merveilleusement quand elle dit, et c'est toute la douceur de Wallen qui se révèle dans cette chanson, la douceur, la pudeur et même le côté très femme quand elle dit je me pars d'une robe et tu me dérobes à tous les regards. Il y a plein de choses. Déjà, il y a un jeu de mots entre dérober son cœur, dérober son corps aussi. Et c'est ça, je me pars d'une robe et à chaque fois que je croise ton regard, je comprends que je te plais et que tu as énormément envie de moi. En une phrase, tu as compris tout ça. Ouais. C'est la force, de l'écriture d'Abdel Malik et de l'interprétation de Wallen et de la composition merveilleuse de Sully B. Wax. De toute façon, cet album-là... Ouais, c'est vraiment la Dream Team, quoi. Ah oui, là, on est sur une sainte trinité. Ouais, la trinité de fou. Et un petit truc en plus, moi, ma ville préférée au monde, c'est New York. Et dans cet album-là, en fait, quand tu déplies le livret, ça fait comme un métro new-yorkais, tu vois. New-yorkais, ouais, c'est vrai. C'est fabuleux. Tout est réuni dans cet album pour me plaire. Ah ouais, c'est clair. Mais du coup, est-ce que comme ça, si je te dis... vas-y, on va commencer par les Américains. Vas-y. Ton top 3. Ok. Top 3 artistes R&B. Pas songwriter, artiste. Artiste songwriter, on va arriver après, t'inquiète. En premier, normalement, on n'a plus le droit de citer son nom, mais en premier, c'est R. Kelly. Alors, je le dis à tout le monde, oui, sa place est en prison, c'est un être humain odieux et il ne faut jamais qu'il sorte de là où il est. C'est bien fait. Mais moi, c'est l'artiste qui a changé ma vie. Comme je t'ai dit, moi, je parlerais pas anglais sans lui, tu vois. Et puis R. Kelly, quand on parle vraiment d'artiste, tu prends un album d'R. Kelly, il a produit, il a réalisé les mix, les backgrounds, les instruments. Il fait tout de A à Z sur ses albums. Et puis son écriture, c'est-à-dire que R. Kelly, il a 17 albums, un peu plus ou moins. J'ai plus le chiffre exactement en tête. Et il arrive à se renouveler à chaque chanson, tu vois, à chaque album. C'est clair. Moi, je l'appelle l'architecte, ce mec-là. Et si tu regardes, tu vois, dans le rap, il y a souvent les compétitions pour savoir qui est le king, le roi du rap. Le R&B, il n'y a jamais eu de compétition. Non. Eux tous, ils savent. Je sais pas si t'as vu la dernière vidéo de Tyrese, là. Oui, bien sûr, je l'ai vu. Oui, mais parce que c'est vrai, et personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Parce qu'on sait tous que c'est le plus grand artiste R&B qui a pu y avoir. Et que pour l'instant,
personne ne mérite qu'on mette la couronne sur quelqu'un. Tu vois, quand Jack Whis arrive et qu'il veut mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant je suis le king du R&B, moi j'ai trouvé la démarche un peu cool parce qu'il veut réveiller tout le monde. Mais derrière ça n'a pas assumé parce que l'album King of R&B est déjà moins bon que l'album précédent. C'est même pas son meilleur album. Bah déjà ça pose un problème. Tu vois. Donc non, R. Kelly numéro 1 et il y a, je pense, aucune personne fan de R&B qui pourra dire l'inverse. Non, objectivement. En étant objectif. Oui, objectivement. Après, sa place est en prison, qu'il y reste. En deuxième, Usher. Je mets Usher en deuxième parce que, alors lui, sur l'écriture, c'est moins son truc, c'est vrai. Mais par contre, il a ce côté entertainment que pas beaucoup de personnes ont à cette hauteur. Alors, Chris Brown, là, à la même hauteur, à peu près, mais pas beaucoup de personnes. Tu vois, petite anecdote, enfin, pour qu'il signe chez La Fesse Record, je sais plus quelle était la personne qui s'occupait de lui à l'époque, il l'emmène dans le bureau de L.A. Reid, à Atlanta. Et donc, il commence à chanter un morceau de Boyz II Men. Et L.A. Reid le stoppe, il dit attends. Il a 14 ans, Usher, à l'époque. Il a dit attends. L.A. Reid va chercher toutes les femmes qui travaillent chez La Fesse Record. Il les met comme ça pour devant Usher, donc pour essayer de l'intimider un petit peu. Il dit vas-y, maintenant, chante. C'est ce qu'il a fait, Usher. Il a chanté. À 14 ans, 13-14 ans. Il a chanté, mais il n'a pas fait que chanter. Donc déjà, il a un sourire. Et il a commencé à séduire les femmes, en fait. Prendre leurs mains, chanter pour elles et tout. Donc... Et puis surtout, j'aime sa longévité, j'aime son interprétation. Il est capable de monter dans les graves comme de descendre dans les aigus. Vocalement, il est à une table des intestables. Et puis, j'aime beaucoup sa discographie. Ouais, elle est belle. Hein. Il y a... Bon. Ouais, on est tous d'accord, Looking for Myself est un mauvais album. Il a cédé aux sirènes de l'électro, pop, europop. C'est bon, ok, je suis d'accord. Mais sinon... Ouais, c'est vrai. Bah moi j'aime bien le dernier projet, je sais pas ce que t'en penses. Mais je le trouve super bien. Il est incroyable. Mais il est Coming Home est un super... Mais l'album qu'il a sorti avant, j'ai plus le titre, ou sur la pochette, tu vois en reconstruction, qui est sorti en 2016. Avec... ouais. Et je l'ai trouvé très bien aussi. Donc, faudrait que je le réécoute, ça fait longtemps. Réécoute-le, il est vraiment très bien. Et en fait, il commence l'album pour dire I'm sorry. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il parle à la fois à la musique et à la fois à son public. C'est magnifique. Ok, j'irai le réécouter celui-là. Et en troisième, ouais, du coup. Troisième, c'est pas simple. Les deux premiers, je les ai sur troisième. La troisième, je mettrais peut-être Mariah Carey. Si j'allais dire, t'as pas mis de femme. Ouais, mais c'est dur. En fait, j'ai tendance à mettre top 3 hommes, top 3 femmes, tu vois. Okay. Mais Mariah Carey qui a une écriture extraordinaire, peut-être que les gens en France ne le savent pas forcément, mais elle écrit ses morceaux. Elle écrit ses textes. Alors, quand on lui donne une belle chanson, on va la chanter, ça n'empêche pas. Mais elle écrit ses textes. Elle est quand même rentrée au Hall of Fame, Rock'n'Roll Hall of Fame des meilleurs songwriters. Au niveau interprétation, on est au top du top. Au niveau vocal, je mets personne devant elle. Et puis au niveau discographie... Attends, au niveau vocal, t'as dit que je mets personne devant elle? Je mets personne devant Mariah Carey. En féminin, je mets personne devant Mariah Carey. Même Whitney Houston? Même Whitney Houston. Je la mets pas devant Mariah Carey. Ok. Ça n'empêche pas que Whitney Houston a une voix extraordinaire. Mariah Carey, elle est capable, sans se chauffer, de partir te chercher la whistle note. J'ai vu une vidéo comme ça d'elle, c'est vrai. Non mais elle, c'est comme si elle mettait ses chaussettes. Elle te l'envoie, hop là, et c'est parti. Il y a des morceaux où elle commence par la whistle note et après elle chante tout doucement. Elle est capable de faire tout ce qu'elle veut. Intéressant. Après, elle a peut-être eu une meilleure hygiène de vie que Whitney Houston. Ça joue beaucoup pour la voix. C'est vrai que c'est un Whitney Houston a une voix exceptionnelle. Il faut préserver la voix. Mais Mariah Carey, elle a un truc en plus. Ok. Après, peut-être qu'un fan hardcore de Whitney Houston va dire non, parce que... Non, moi peut-être qu'il aura raison. J'entends ce que tu dis, mais moi, je préfère Whitney Houston parce en tant qu'artiste ou en tant que chanteuse? Les deux, en vérité. Ouais, les deux, en vérité. Okay. J'aime beaucoup Mariah Carey, mais je pense que c'est parce que je suis plus familier à la discographie de Whitney Houston. Tout simplement. La discographie de Whitney Houston, je la trouve meilleure le moment où elle était pop R&B, tu vois. C'est-à-dire avant le changement qu'il y a eu avec Bodyguard. Ok, Bodyguard. Tu vois, ça sonne sur Bodyguard. L'album d'avant avec I Wanna Dance With Somebody. Ces albums-là, je trouvais que niveau pop R&B, tu vois, elle était super forte. Niveau R&B, elle est très très forte. Mais je mets Mariah Carey au-dessus. Okay. Après, c'est ma sensibilité. Bien sûr. Répondez dans les commentaires. Voilà,
Soyez gentils, hein, vous avez le droit de préférer Whitney Houston. Personne dans la saucisse. Bah oui, j'adore Whitney Houston, mais je préfère Mariah Carey. D'accord, bien sûr. Et au niveau des francophones, du coup, les artistes? En tout premier. Ouais. Et bah pendant un bon moment, je t'aurais dit soit Vibe, soit Matt Houston. Mais en fait, Monsieur Nov. Ah, ok. Monsieur Nov pour plein de choses, parce que niveau longévité, c'est incroyable. Parce que son écriture, et on en parlera peut-être plus en profondeur tout à l'heure, son écriture me touche énormément. Je trouve qu'il arrive autant à être un peu, entre guillemets, une écriture un peu rue, autant une écriture très R&B, très soft, très douce, très sexuelle aussi, c'est très important dans le R&B. Tu vois, le morceau Tous les jours, tous les soirs, qui est mon morceau préféré de Nov, et qui est peut-être, si c'est pas le meilleur, l'un des meilleurs slow jams de l'histoire du R&B français. Oui. En tout cas, il est dedans. Ouais, il est dedans, en tout cas. Peut-être qu'il y a mieux, mais en tout cas, il est dedans, c'est sûr. Et on sent l'inspiration de How Does It Feel de D'Angelo. Moi, je le mets pour tout ça. Et puis surtout, on a pu voir on a pu voir qu'aussi en tant que producteur, il est incroyablement bon. Il a réussi à changer une Weshden qui faisait une musique pour les gens de son âge, donc pour les ados, en une chanteuse qui fait des chansons R&B bien interprétées que les adultes peuvent écouter et peuvent aimer. Tu vois. Alors oui, lui... Après, on sent beaucoup la patte. Ah bah on sent la patte, mais quand R. Kelly produit pour JS ou pour Michael Jackson, tu l'entends, tu vois. Donc c'est comme ça. Quand Babyface il produit pour Boyz II Men ou pour d'autres, tu le sens. Oui, c'est la patte aussi des grands, mais tu te dis pas, ça aurait été mieux si Nov l'avait chanté. Okay. Weshden fait un truc parfait. Donc je mets Nov en premier, et aussi pour sa longévité. On oublie quelque chose, c'est que Nov, son premier EP, c'est 2008. Ça fait très longtemps. Ça fait 16 ans, 18 ans. Enfin, ça fait un bon moment, je suis nul en calcul. Sûr. Mais ça fait un bon moment qu'il est là, Nov. On l'oublie, ça. Je mets en premier. En deuxième... Attends, t'étais à son concert au Zénith ou pas? Au Zénith? Nov, le dernier, là. Non, le dernier Zénith, je l'ai pas fait. J'ai fait 2 fois l'Olympia. J'ai fait le Trabendo. J'ai fait la Cigale. Je l'ai vu 4 fois. C'est bon. C'était pour te dire ce que t'en penses au niveau CD. Regarde, Nov, invite-moi quand même. Moi, j'achète les CD, frère. Je l'embrasse. Ok, on le salue en tout cas. En deuxième, je mets Matt Houston. Matt Houston pour tout ce qu'il a apporté. Je ne pense pas que le R&B français serait à ce niveau-là sans Matt Houston. Parce que on est sur celui qui a fait pencher aussi les gens qui aiment le rap vers le R&B. C'est important en France. C'est important en France. Très important. Je sais pas si sans Matt ça aurait pu se faire. Tu vois. Wallen est très très forte aussi là-dedans, mais je sais pas si elle a attiré les rappeurs comme l'a fait Matt. Et puis Matt aussi, il compose, il écrit. Alors il s'inspire beaucoup de ce qui s'est fait aux États-Unis. On va pas refaire par rapport à tous les morceaux, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement fort. Et puis sa discographie est super solide à Matt. Tu sais ce que j'aime avec Matt, peut-être on en parlera après, c'est que je trouve qu'au niveau de la thématique, il y a des textes, il parle de tout. Il y a un son, il parle de, tu sais, le son plastique là, il parle au niveau des sujets, parce que bon, on en parlera après. Je trouve qu'au niveau de l'écriture dans le R&B, essentiellement connu pour qu'on parle d'amour, mais on voit qu'il y a des artistes où on lui fait partie, ils vont faire des sons où ça va parler de pas forcément d'amour, tu vois. Et je trouve que c'est super bien abordé. Tu sais, sa plus grande influence c'est R. Kelly, hein, donc. Voilà, c'est tout, tu vois. Donc, comme R. Kelly, il peut faire des chansons totalement égo-trip, totalement rap, parce que ce sont des mecs qui ont fait du rap, tu vois. Ouais. Donc, ils ont gardé ça. Il a commencé par... R. Kelly, après, bon, il était... Non, je parle de Matt, il a fait un truc de rap, je sais plus. Oui, c'est vrai. Mais il traînait aussi avec ATK, enfin, il a commencé par le rap, et après, il s'est dirigé vers le R&B, tu vois. Il a fait un peu de zouk aussi autour. Oui, évidemment. Ouais, ok. Et en 3... Tu vois, en 3, je regarde ce que t'as et j'aurais pu citer Willy, mais je vais citer, c'est un peu une wild card que je vais sortir. Je te dis Vibe. Vibe. Alors qu'il n'y a que 2 albums de Vibe, je suis d'accord. Et le premier a bien marché, le deuxième, que je trouve largement meilleur, malheureusement, n'a pas eu le succès escompté. Mais Vibe, on est sur ce qui est pour moi la plus belle plume du R&B français. R&B soul française, largement. Musicalement,
ces albums, en fait, il y a de tout. Il n'y a pas que du R&B. T'as des trucs un peu rock, t'as des trucs un peu rap, parce qu'avec Poet of Jazz, ils avaient aussi des trucs un peu plus rap et tout. Et je pense que la chanson qui m'a le plus touché dans l'histoire du R&B, c'est Vibe qu'il a. C'est laquelle? C'est Histoire d'amis. Qui est sur l'album Émancipé. Émancipé, ouais. Donc, il sort en 2005. Et c'est une chanson qui m'a touché. En fait, l'histoire d'Histoire d'amis, c'est que c'est du Nekfeu, Histoire d'amis. C'est que lui, il est amoureux d'une fille, mais elle, qui le voit que comme un ami, tu vois. Et lui, ça lui brise le cœur, tu vois. Et en fait, j'ai vécu un petit truc comme ça. Et je me suis réfugié, moi, dans cette chanson-là. Tu me vois venir, toi. Et c'est trop puissant. Et je vous invite à l'écouter. Histoire d'amis. Quand à un moment donné, il monte un petit peu, il s'énerve et qu'il dit c'est juste une histoire d'amis, que je ne vois pas comme ça, et il force sur sa voix. Oh, c'est magnifique. Le R&B. Vous ratez, hein? Allez, écoutez. Le R&B, c'est le cœur. Si vous avez un cœur, écoutez du R&B. Franchement, c'est... En plus, en fait, en vérité, là, J'allais venir au thème, mais en vrai, on est déjà dans le thème. L'écriture dans le R&B. Mais je veux vraiment qu'on se... Bon, bien évidemment, comme on l'a déjà fait, on va aller un petit peu aux États-Unis. Mais je veux vraiment qu'on parle de la France, parce qu'on est en France, tu vois. Et je voudrais savoir... C'est des questions un peu bateau, hein, mais c'est pour faire aussi réfléchir. Il n'y a pas de questions bateau dans le R&B. Ok. J'aime bien déjà. Voilà. Est-ce que, selon toi, c'est important d'avoir une belle écriture quand on fait du R&B en France? Ah bah évidemment. Non mais partout. Encore plus en France. En France, on est un pays où l'écriture est très importante. On est quand même le pays des grands poètes, des grands écrivains. On a une belle langue. On a peut-être la plus belle langue, la langue la plus variée. Je connais pas tous les langages, mais l'une des langues les plus variées au monde. Donc ouais, c'est super important. Et tu vois, tout à l'heure, en intro, je te parlais de Jean-Jacques Goldman. L'écriture est indissociable du R&B, et j'irais même jusqu'à dire de la musique, parce qu'il faut que ça te touche. C'est clair. Si c'est mal écrit, et en plus peut-être mal interprété, eh ben ça va pas te toucher. Donc c'est primordial. Et c'est peut-être le défaut qu'il peut y avoir dans certains artistes français, c'est certains veulent à tout prix écrire, alors que c'est pas forcément leur talent. Aux États-Unis, c'est pas un problème. Je parle d'artistes qui veulent à tout prix écrire. Non, qui veulent à tout prix écrire leurs morceaux, alors que c'est pas forcément leur point fort, tu vois. Et c'est pas grave, tu vois. On parlait de Cher tout à l'heure. On pourrait parler de Mary J. Blige. On pourrait parler de plein d'autres qui, on leur écrit des chansons. Ouais, très bien. Mais au moins, on a des belles chansons et je vais te montrer comment je performe dessus. Et c'est peut-être le problème du R&B français, c'est qu'on veut à tout prix écrire. Je te parle je te fais une majorité, je vais pas pointer tous les artistes comme ça, parce qu'il y en a certains que j'aime beaucoup humainement, mais t'as pas forcément ce talent-là. Et c'est pas grave. Tu vois, ton talent, c'est de chanter, d'interpréter. C'est super fort, c'est encore plus dur. Après, il faut bien s'entourer. C'est peut-être pour ça que le R&B a une mauvaise connotation à un moment donné, où c'était devenu presque une insulte. C'est ça. En fait, moi, j'étais en train de me poser la question parce que moi, je trouve que... on va parler un petit peu au niveau du rap. Je trouve qu'aujourd'hui, on parle de la langue française, que ce qui va toucher les gens, ça dépend, mais c'est pas forcément l'écriture. C'est plus la musicalité, le son et les paroles après. Je trouve. Après, peut-être je me trompe. Alors, je suis un peu largué sur le rap aujourd'hui, je vais pas te mentir. Donc, je suis incapable d'en parler. En vérité, même pour le R&B, moi, je ressens ça. Tu vois. Regarde, parle de ça là actuellement. C'était Nov tout à l'heure, par exemple. C'est une exception. C'est une exception, mais tu vois, par exemple, on va prendre un truc tout bête. On va prendre Dadju, qui fait pas forcément du R&B. Oui, mais des fois, ok. Dadju, s'il veut faire un super morceau R&B, quand il a repris Let Me Love You, il me semble, de Mario, il a fait un super morceau dessus. Tu vois. Donc, s'il veut le faire, il peut, tu vois. Après, on pourra parler tant qu'on veut du niveau d'écriture de l'album en commun avec Taiki. Je pense qu'on n'est pas la cible, tu vois. Mais on a de très bons songwriters en France. Oui, je sais. Moi, je pense à quelqu'un comme... tiens, Singila, j'étais à son concert dernièrement. Singila, c'est le père de Taiki. Ouais. Et de Dadju aussi. Dadju, il est moins dans le truc street. Donc, mais oui, ok, ouais. Mais un peu justement, en plus, Dadju était à son concert et tu voyais quoi dans ses yeux qu'il était devant son daron musicalement, tu vois. Évidemment. Et ouais. Évidemment, parce que
l'arrivée de Singila, moi je me souviens de l'arrivée de Singila, quand il y a le morceau Ma Conscience qui passe, je me dis mais attends, il est en train de chanter ou il est en train de rapper? Parce qu'il dit beaucoup de mots, tu vois. Le débit là, comme Ouais. Et je me dis mais c'est magnifique parce qu'il est en train de chanter un truc de je trompe ma meuf, je sais pas si c'est bien, mais l'autre là, elle est bien, mais ma meuf elle est un peu chiante, mais c'est parce qu'elle m'aime qu'elle est comme ça, je sais pas quoi faire. C'est un truc qui a pu toucher plein de personnes, tu vois. Et on arrive sur quelqu'un qui change un peu le game, tu vois. On est sur du moins romantique qu'on peut être les Poetic Lovers par exemple, qui d'ailleurs, excuse-moi je dégraisse, mais si on parle plume R&B française, Rudy Joseph, il est tellement haut. Alors, c'est lui qui écrivait pour... en tout cas, tout le premier album des Poetic Lovers, c'est lui qui l'a écrit. Il avait écrit aussi pour d'autres personnes. Et sur le deuxième album, il a écrit aussi pas mal. Il est incroyable. Bon, déjà, vocalement, il est incroyable. Mais niveau écriture, c'est une plume parfaite. Réécoutez l'album Fier d'avoir ton love, réécoutez Fier d'avoir ton love. Moi, c'est ma chanson préférée. J'aime trop ce son. Alors, il est incroyable. Alors, excuse-moi, je vais te raconter une petite anecdote dessus. Vas-y. J'aime trop. C'est l'époque où je travaillais au Calme, donc la radio au Calme, et je travaillais. Ils étaient là en plus, je crois. Et bah justement, c'est ça que je te raconte. C'est qu'avec Driver, on remplaçait Mehdi parce que Mehdi il était absent ce jour-là. On s'est dit, bah viens, on se fait une émission R&B. Et on parle, fait ouais, on pourrait peut-être inviter les Poetic Lovers, tu vois. Et avec Driver, notre chanson préférée des Poetic Lovers, c'est Fier d'avoir ton love. Et je dis à Driver, tu penses que tu peux leur demander s'ils veulent bien l'interpréter et tout? Ils nous l'ont fait en live. Je crois que je m'en souviens. C'est un moment extraordinaire. Une puissance vocale. C'est fou. Tu sais que là, t'as réveillé des souvenirs. J'allais te demander en off, mais bon, je te demande et tout. Est-ce que t'as encore les vidéos de... Alors, les vidéos de tout ça ont disparu. Mais moi, ça... Bah, tu penses bien que je l'ai. Bon, on va en parler après. Évidemment que je l'ai. C'est mon plus grand moment de l'histoire quand je travaillais à Au Calme. Évidemment que je l'ai. Ok. Parce que ça, c'était des choses que je gardais dans une playlist privée, mais tout a sauté sur YouTube. Mais je l'ai, je te l'envoie. Ok, parfait. Bien sûr. D'accord. Bah, c'est intéressant parce que je voulais parler de Singila. Pendant son concert, il a eu un moment où il a fait des shout-outs à des artistes pour qui il avait écrit des sons, tu vois. Il avait, il a interprété le son de Sheriff Aluna. Oui, il avait les mots. Il avait les mots. Bien sûr. Magnifique. Voilà. Une histoire de tromperie, hein. Oui. Ouais. Il est très fort là-dedans, Singila. On a dit que c'était le père de Taïk, donc forcément, tu vois. Et il avait aussi interprété... il avait fait un big up à Lincha qui était dans la salle. Oui. J'avais oublié qu'il avait écrit le son Je veux que tu me mentes. Je veux que tu me mentes. Okay, ouais. Voilà, c'est Singila. Mais si tu regardes, c'est peut-être les deux meilleures chansons de chacune des artistes. Enfin, à mon niveau R&B en tout cas. Parce que Lincha, je connais pas toute sa disco, il a pas fait que du R&B. Mais Je veux que tu me mentes. Moi, je m'en souviens. Veux que tu... Mais tu sais ce que ça me rappelle, Je veux que tu me mentes? Ça te rappelle quoi? Moi, excuse-moi, je dégraisse et je chante. Vas-y, normalement, il y a le temps là. L'un de mes songwriters favoris, c'est Neyo. Et Neyo, dans l'album de Year of the Gentleman, il a ce morceau Lie to Me, où il a grillé que sa femme le trompe, mais il lui dit ouais, mais en fait, mens-moi, me dis pas, quand j'ai entendu que tu étais resté 4 heures au téléphone avec ton amant, mens-moi. Quand tu rentres à 3 heures du matin, mens-moi. En fait, c'est très toxique, hein, ne faites pas ça. Mais on est sur quelqu'un qui aime tellement cette personne que il la laisse vagabonder ailleurs. Ne le faites pas. Et qu'il veut se persuader que c'est faux. Et dans Je veux que tu mentes, c'est un peu ça, tu vois. C'est vrai. Après, en France, on aime bien, des fois... Peut-être c'est inspiré, peut-être pas. Mais je sais que des fois, il y a des... La timeline, je sais pas. The Year of the Gentleman. Attends, premier album de Neyo, 2006. Deuxième, il a... c'est peut-être 2007, le premier album de Neyo. 2009. C'est 2010. The Year of the Gentleman, c'est 2010. Ah bah non, il est sorti avant, je pense. 2009. Je sais plus. On vérifiera. En tout cas, le plus tard possible, c'est... Ouais, je crois que c'est 2010. 2008, hein. 2008, The Year of the Gentleman? Ah bah voilà, je suis nul en date. C'est pas grave, ça arrive. Mais oui, 2010, c'est Librascal. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, pardon. Merci beaucoup pour la date, c'est 2008. Ok, 2008 pour le coup. Du coup, je reviens, donc il avait fait ses fameux big up au niveau de l'écriture et tout. Et en fait, si je te posais aussi la question, c'est parce que dernièrement, on a reçu
un artiste, je sais pas si tu t'intéresses un petit peu à la nouvelle scène, il t'a si on peut attention, qui s'appelle Osmose. Ça me dit rien. Non, ça me dit rien. Il s'appelle Osmose, il a sorti un single, La fille du motel, que tu dois absolument... Mais je connais le remix avec Grégory Boniface. Oui, avec... c'est lui. Mais j'adore ce morceau. Mais c'est une tuerie absolue. Tu vois. Mais c'est une tuerie avec Joey Mata. Joey Mata, voilà. J'ai oublié le nom de l'artiste féminine qui fait un super contre-pied parce qu'elle drague une fille. C'est Jules. Ouais, voilà. Jules. Oh, ce son, il est magnifique. Il est incroyable ce son. Oh, je vais écouter le podcast. Écoute, j'ai fait un podcast avec lui. Écoute, allez écouter d'ailleurs. Ah ouais. Et puis allez écouter La fille du motel. La fille du motel. Et le remix, l'entrée de Grégory Boniface est légendaire. Ouais, franchement, il est incroyable. Oh là là. Ah, je vais écouter le podcast, je savais pas qu'il était venu. Ouais, il était juste là. Bah, tu vois, j'avais oublié le nom de l'artiste. Ouais, Osmose. Ouais. Bah écoute, big up à toi, Osmose. Il avait dit lors de notre échange quelque chose qui était très intéressant parce que bon, Osmose en gros c'est un artiste R&B et tout, mais de temps en temps il va faire aussi des sons afro parce qu'il aime ça et des sons aussi pop, tu vois. D'accord. Donc quand je dis pop, vous m'avez compris. Et ce qu'il disait, c'est que son approche au niveau de chaque genre, elle était différente, tu vois. Que par exemple pour l'afro, il appréciait vraiment ce côté mélodieux. Pour le R&B, ce côté au niveau des harmonies. Et la pop, ce côté au niveau de l'écriture. Ah, plus dans la pop? Ouais, plus dans la pop. Et en fait, sur les deux premiers genres, moi, je suis d'accord avec lui dans le sens où, moi, personnellement, c'est vrai que... Est-ce que quand j'écoute de l'afro, je me dis, est-ce que je veux que ça soit absolument bien écrit ou je veux qu'au niveau de la mélodie, c'est un truc qui me fasse danser, tu vois. Et au niveau du R&B, quand moi, je l'écoute, un R&B sans harmonie, sans bridge, sans... Ce qui, pour moi, représente le R&B, je trouve que c'est bizarre, tu vois. Je suis d'accord, la construction d'une chanson R&B est très importante. L'harmonie, couplet, bridge, refrain, les adlibs à la fin, ouais. Mais, et c'est ça qui m'étonne dans ce qu'il dit, c'est que c'est super important aussi l'écriture. Mais alors... Après, je dis pas qu'il écrit pas... Je m'y connais pas du tout dans l'afro, donc je pourrais pas en parler. Ouais. Mais tu vois, je suis d'accord que dans la pop, c'est très important. Moi, j'aime beaucoup Katy Perry, ceux qui écrivent pour elle, ils écrivent super bien et tout. C'était pareil pour... j'ai eu une grande passion aussi à un moment donné pour les boys bands. Je suis un grand fan des Backstreet Boys. Okay. Et d'ailleurs, les Backstreet Boys ont des chansons ultra R&B. Mais comme Britney Spears en vérité. Hein. Quit Playing Games with My Heart. J'adore. Ouais. Et bref, pour moi, c'est très important. Je peux pas parler de l'afro parce que je m'y connais pas du tout. Bien sûr. Mais dans le R&B, et en vrai, la R&B et la pop, la frontière est assez mince. Tu vois, ça s'est senti dans le R&B des années 2000, qui était mi-R&B, mi-pop, tu vois. La frontière est très mince. Et moi, je reste persuadé que si tu écris une chanson, surtout une chanson d'amour, tu vois, mais c'est ultra important. Et c'est pour ça que je reviens, par exemple, à quelqu'un comme Vibe. Il y a Histoire d'amour, et Histoire d'amis, pardon. Et le morceau Souhait, qui est sur son premier album, où il a envie d'une femme. C'est magnifique. Et toi aussi, ça peut t'aider dans ta vie de tous les jours. Parce que c'est impossible que tu n'aies pas vécu une situation qui soit pas dans un album R&B. Ça n'arrive pas. Émotionnellement parlant, je te parle. Et donc, toi, ça peut t'aider aussi. Donc, c'est très important, l'écriture. Ok. C'est bien que tu dis ça parce que... Donc, ce qu'on va faire du coup maintenant, c'est que on va parler de ces fameux artistes ou compositeurs qui te marquent le plus. Est-ce que tu veux qu'on commence par les États-Unis ou la France? Ah, c'est ton podcast. Moi, je préférais commencer par les États-Unis, mais c'est ton podcast, c'est toi qui choisis. Les États-Unis, vas-y. Pour toi, allez, tu veux faire comme tout à l'heure ton top 3, les meilleurs... Songwriter? Ouais, songwriter. Tout haut, c'est Babyface. Alors là, je crois pas que quelqu'un puisse dire l'inverse. Moi, c'est numéro 1, Babyface. Pareil. Que ce soit en groupe avec The Deals, que ce soit seul, que ce soit pour Tony Braxton, que ce soit pour les Boyz II Men, que ce soit pour qui tu veux. Cet homme-là a compris l'amour. Ouais. Et c'est très fort de comprendre l'amour. Il l'a tellement compris que personne au monde ne sait mieux en parler que lui. Franchement, il n'en rajoute... Franchement, on dit pas trop, hein. Là, franchement, ce que tu dis, il n'en rajoute pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Il est extraordinaire. Après, peut-être que les chansons très sexuelles, c'est moins son truc. Ça, je te l'accorde. Les chansons sensuelles, c'est là où il est très fort. Les chansons de
d'histoire d'amour, de déclarer son amour, et même de rupture. Il est extraordinaire. Après, je me permets juste ça, après je te donne les autres. Ma chanson préférée de Babyface all time, c'est avec The Deals. C'est Two Occasions. Quand il dit I only think of you on two occasions. That's day and night. Oh là là, c'est magnifique. En fait, c'est très simple. Au lieu de dire je pense à toi tout le temps, il te dit je pense à toi que le jour et la nuit. Mais c'est tout le temps. C'est tout le temps en fait. Et après, il t'écrit tout un tas de choses. Il est extraordinaire. Et tu sais, il y a quelque chose que bon, ça va peut-être pas marcher au niveau commercial et tout, mais j'ai bien aimé. Après, on n'est pas dans le truc commercial. Ouais, mais le projet qu'il a fait là avec les artistes R&B là. Girls Night Out. Oh là là là. Mais c'est extraordinaire. Magnifique. Déjà, le fil conducteur de l'album, c'est Babyface qui est barman et il y a chaque artiste féminine, nouvelle génération, justement, qui viennent et qui racontent des histoires. C'est magnifique. Incroyable. De A à Z, que ce soit la version normale ou la version bonus track qui est sortie un an après, je crois. C'est magnifique. Moi, j'attends le volume 2. Franchement, ce move-là, j'ai trop kiffé. Alors, je sais pas du tout les chiffres et j'en ai strictement rien à faire. Là, c'est la musique. C'est un truc ultra quali, ultra R&B. Avec Muni Long, le son. En fait, mais tout, avec Kehlani, avec Elamé, avec tout le monde, avec Coco Jones, avec tout le monde. Cet album, si vous ne l'avez pas écouté, allez écouter ce projet. Girl Night Out. J'ai acheté le CD. Moi, j'ai le vinyle à la maison. C'est magnifique. Je vais le réécouter en rentrant. Oui, allez-y, allez écoutez-le. Ok, bah en fait c'est bien que tu me parles de... Donc, t'as parlé des États-Unis. Ah bah, songwriter Babyface. Tu mets des gens derrière lui ou pas? Juste derrière, moi je mets Neyo, mais c'est très personnel, tu vois, parce que beaucoup vont te mettre, et à juste titre, ils pourraient te mettre Jam et Lewis, tu vois. Tout ce qu'ils ont fait pour Janet, pour plein d'autres, je les ai plus en tête, pour New Edition. Oui, c'est vrai. Parce que Rain, attends. Tu vois, j'ai des trous là. Pas Rain. J'ai un trou de mémoire. Bon, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. Mais bref, Jam et Lewis, c'est fabuleux aussi. Mais Neyo me touche particulièrement. Neyo très fort. Hein. Ouais. Très très fort. Et R. Kelly, je le mets dans les songwriters aussi. Je le mets peut-être pas 3e. Mais s'il y a un top 5, il est dedans, c'est sûr et certain. Par contre, indéboulonnable Babyface. Ok. Ça fait du bien, hein, je dis ça, je suis content. Tu m'as fait venir pour ça. En vrai, tu m'as fait venir pour qu'on parle de Babyface. C'est tout ce que tu voulais. J'aime trop Babyface. Mais Babyface, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Ce mec-là. Je peux donner une petite anecdote sur Babyface, rapidement. Vas-y. Tu vois, pour le morceau de Boyz II Men, qui est sur la BO de Boomerang et qui est sur le premier album. C'est BO, elle est incroyable au passage. Tu vois, là, j'ai un trou de mémoire et ça m'arrive assez souvent. J'ai un trou de mémoire, je t'avais dit sur les noms de chansons. How can we go? End of the Road. Voilà. Oui, si je la chante, je l'ai. En fait, dans End of the Road, et j'avais vu un reportage sur Babyface, il expliquait comment la chanson était enregistrée. Il l'a écrit, et à cette époque-là, le frère, enfin, l'un des Wenya Morris, voilà. Wenya Morris, il est encore en train de muer. Et à un moment donné, en fait, dans un des refrains, juste avant un bridge, en fait, sa voix se casse. Et en fait, il a dit à Babyface, il faut qu'on refasse parce que la voix est cassée et tout. Babyface lui a dit, non, on va le garder comme ça parce que ta voix qui se casse sur une chanson d'amour triste, c'est magnifique. Maintenant, je vous invite à réécouter End of the Road. Vous allez entendre, je crois que je vais l'écouter le différemment moment où la voix se casse et vous allez comprendre tout le génie de Babyface. Évidemment, c'est lui qui a écrit la chanson qui est magnifique. Tu vois, ça, ce mec-là qui vive longtemps. On a besoin des gens comme ça, franchement. Éternel, il sera éternel. Parce que je trouve que... Son œuvre est éternelle. Je trouve qu'il n'y a pas de relève... Au niveau de Babyface ? Ouais. Moi, j'avais mis Neyo au niveau de Babyface, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'artiste aussi fort parce que il y a eu un moment donné, on en sort maintenant, mais à un moment donné, dans le R&B, on voulait pas faire de chansons d'amour tristes. Et c'est dommage parce que ça fait partie du R&B et c'est important. Et il y a un artiste actuel que j'aime beaucoup qui est Pink Sweat. Qui a une très belle plume, que ce soit dans le triste ou dans le positif. C'est pas du tout un niveau Babyface, mais écoutez du Pink Sweat, il écrit très très bien. Ok, très intéressant. Dont le morceau 17, qui est peut-être la plus belle chanson d'amour des années 2000. Je recommande. Alors, on va passer maintenant du côté de l'Hexagone. Ouais. Je te laisse la parole. Français ou francophone du coup ?
francophone. Francophone. Ouais, francophone. Bon, je t'ai parlé de Vibe, qui est pour moi celui qui écrivait le mieux. Mais si on est sur du francophone, j'ai vu un de ses albums tout à l'heure. Peut-être qu'on peut parler de Corneille. Ouais. Parce que, c'est vrai, Corneille, oui, Canada, ok. Parce que Corneille, il arrive quand même, il met un petit coup de pied dans la fourmilière avec son album, c'est 2003, il me semble. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient de loin, ouais. Et il arrive avec un truc vraiment triste et vraiment poignant, parce que de par son histoire, tu vois. Histoire, c'est ça. Et je trouve qu'il manie super bien les mots. Et encore une fois, on est sur quelqu'un qui, si tu prends le morceau avec classe, on est sur quelqu'un qui va manier les mots assez, entre guillemets, simplement. Et je mets entre guillemets parce que c'est pas simple. Et ça va rentrer facilement dans ta tête, et c'est très très beau, la façon dont il écrit. Et moi, j'adore son écriture. Ses 2 premiers albums sont pour moi des masterclass. Je préfère le deuxième au premier, mais ce sont des masterclass. Et au niveau de l'écriture, il y a beaucoup à apprendre dans sa manière de faire, dans sa manière de couper les phrases, dans sa manière de faire les bridges, dans sa manière bon, l'interprétation, c'est pas l'écriture, mais quoi que ça peut aller avec. Il est très très fort. Et je le mets peut-être pas juste derrière Vibe, mais je le mets dans mon top 3. Ok. Largement. Intéressant. Et en deuxième, c'est pas simple. J'ai ramené tous mes trucs, parce que je vois que je regarde là à chaque fois. Je regarde parce que les noms défilent, tu vois. Par exemple, Willy, il écrit pas forcément tout. Okay. Tu vois. Si tu me demandes qui sont les meilleurs interprètes, Willy, je te le mets loin devant. C'est dur, mais peut-être que je mets Matt en fait, en deuxième. D'accord. Ouais, ouais, c'est pas détonnant. Je mets Vibe, Matt et Corneille. Ok. Tu vois, après, il peut y avoir des songwriters qui sont pas des interprètes. Par exemple, Abdel Malik sur les albums de Wallen, c'est extraordinaire en fait, ce qu'il fait. Donc, si on parle j'écris et je chante, ouais, je te mets ça. Je te mets Vibe, Matt et Corneille. D'accord. Intéressant. Bah, écoute. Alors là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que c'est drôle parce qu'à chaque fois que tu parles, j'ai l'impression que tu réponds déjà à des questions que je voulais te poser. Ah, j'anticipe. Ouais, t'anticipes. C'est retour vers le futur, en fait. Ouais, de ouf. On va parler de la nouvelle génération. D'accord. Alors, moi, je veux te parler d'une artiste qui s'appelle Newlin. Je sais pas si tu la connais. Non, là, ça me dit rien. C'est une artiste francophone. Elle est d'origine vietnamienne. Et bien évidemment, j'ai fait un podcast avec elle. Je vous recommande. Yakouzian ? Non, c'est pas ça que t'as dit. Non, c'est pas Yakouzian. Ah, d'accord. Yakouzian, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Mais il y en a une autre qui s'appelle Newlin. Newlin. Ah, je connais pas du tout. Franchement, je te la recommande parce que déjà, c'est quelqu'un que j'ai reçu ici. Elle met beaucoup de références au niveau de ses sons. Ouais. Au niveau de son imagerie, ça tourne au univers animé, manga et tout. Okay. Je pense que c'est quelque chose qui va te parler. Et elle a sorti un projet cette année qui s'appelle The Broken Heart Love Club. Elle chante en anglais ? Elle chante en français. Ah, ok. Avant, elle chantait en anglais, mais là, elle chante en français. Parce que j'aime pas trop les artistes français qui chantent en anglais. Elle chante en français. Okay. Et donc, dans ce projet, je te le recommande déjà. Okay. Il y a énormément de références à Kate Sweet, au TLC, ça va dans tous les sens. Et il y a un single que j'aime beaucoup qui s'appelle The Love We Had. Donc ses titres sont en anglais et elle chante en français. Elle chante en français. Après, des fois, elle va mettre de l'anglais dans ses refrains et tout. Okay. Et ce single fait référence au niveau de la cover, ça fait référence à un manga, je crois, qui s'appelle un animé qui s'appelle Lady Oscar. Oui, d'accord. Voilà, au niveau des choses un petit peu fleuries. Qui est tiré d'une histoire française, Lady Oscar. Ouais. Okay. Lady Oscar et tout. Et au niveau du son, c'est une référence à Drew Hill. Le son, Quel morceau ? The Love We Had. Ah T'as pas compris Bah non. Et ce son, en Attends, plus, mais à quel âge pour faire référence à Drew Hill ? Après, c'est cool aujourd'hui parce qu'ils prennent ils samplent le R&B de notre époque. Ouais. Et ce son, je te le recommande parce que déjà, c'est un sample du groupe de Dells en plus. T'en as parlé tout à l'heure. Ce groupe, bon, voilà comme quoi le pont. Et en gros, dans ce son, elle parle. Je vais lire les paroles. Vas-y. Ça, on dirait de la poésie, genre. Putain, on n'a pas parlé de Karine. Ce matin, j'ouvre les yeux. Je me dis qu'entre nous deux, tout part en fumée. Mais tu ne vas pas voir que j'essaie de sauver les meubles, mais je suis à bout de force. Et si j'abandonnais, viendrais-tu me sauver? Cause the love we have stays on my mind.
En gros, c'est ce genre de relation dans lequel tu sais que c'est chaos, mais tellement t'aimes la personne, tu restes. Ouais. Tu vois, tu restes et tout. Et en gros, c'est ce qu'elle explique dans son morceau. Et c'est une artiste que je te recommande. Elle a sorti en plus aujourd'hui, comme quoi ça tombe bien, un projet qui s'appelle Chicken Dips Volume 2. Ok. Et dedans, toujours des références et tout. Et... J'aime beaucoup les références R&B. Ouais, franchement, ça, Ok. c'est son truc. Ok. Dès que tu écoutes un son, tu vas dire, oh, mais tu vois, ça va ok. vraiment, ça va te parler. Ok. Est-ce que, au niveau de titres R&B de ton côté, Ouais. t'as un son où tu trouves que c'est vraiment bien écrit, un son préféré? Actuel, hein. Ouais, actuel, ouais. Ou à l'ancienne, comme tu veux. Il y a une artiste que j'aime beaucoup, qui est Asma. Ouais. Qui, bon, on a parlé de Wallen, on sent qu'elle a grandi en écoutant Wallen. Elle a fait un morceau qui s'appelle Si tu veux. C'est sur, je sais plus le nom de l'EP. Ça a quelques si années tu maintenant. veux, ouais, je sais plus non plus. Et je la trouve magnifique. En fait, elle parle à un mec, si tu veux que je te présente mon père, si tu veux ceci, cela, moi ça me va, parce que en fait c'est une chanson qui est très joyeuse, très amoureuse et tout. Et je la trouve très bien écrite, très bien interprétée. Asma, dans le clip, elle est sur un toit, elle a un très beau sourire. Je trouve que tout est parfait dans cette chanson. J'aurais aimé que ce soit un hit. Je pense qu'elle aussi aurait aimé que ce soit un hit, forcément. Mais si on cherche une belle chanson d'amour, ouais, c'est ça que je te dis en premier. Tu vois. Après, là, je vais être honnête avec toi, moi j'écoute beaucoup d'Américains. Okay. Beaucoup. En français, qui je vais écouter? Je vais écouter Nassim. Ouais. Parce que je l'ai connu à l'époque où il s'appelait encore Elinas et qu'il avait sorti un morceau New Jack en 2016. Mais tu vois, Moi, c'est avec ça que je l'ai connu. Je suis un grand fan de New Jack. Et je me dis, comment un mec il vient de Montpellier, une chemise ouverte sur la plage, des cheveux, il avait un carré mi-long et tout, rien n'allait. Mais le morceau, il est magnifique. Je l'embrasse. On le salue, ouais. Et ouais, il a des super morceaux aussi, mais là, du coup, j'ai rien en tête tout de suite. Parce que je suis beaucoup pris sur l'album de Muni Long et j'ai du mal à écouter autre chose depuis. J'ai pas écouté encore le projet. Alors l'écoute pas tout de suite si t'as des albums à écouter avant, je te le dis tout de suite. Parce que t'écouteras plus rien de 2024. C'est pas très bon signe, ok. Parce que cet album-là, c'est déjà le meilleur album R&B, pas juste de cette année pour moi, depuis bien longtemps. Ouais. Et on est possiblement sur le meilleur album R&B inspiré 90 depuis... Ah ouais? Peut-être au moins 5-10 ans. Alors là, ok. J'ai dit peut-être, hein. Ouais, mais je vais tu écouter. vois, parce que le dernier album de Division est très inspiré 90. Il est super bien. Muni Long, elle a mis une tarte à tout le monde. Quelle puissance, l'écriture, l'interprétation. En plus, vocalement... Elle a fait un live il y a pas longtemps. Elle était dans sa salle de bain. Elle était en train de chanter. C'est magnifique. Ok. Intéressant. J'ai dégraissé un petit peu, mais pour revenir sur le français, pardon. T'inquiète. Sinon, en chanson actuelle, ouais, c'est ça. C'est ça. J'aime beaucoup Yakouzian. Mais là, j'ai pas de titre en tête. Je crois que c'est Reste Tranquille, je crois, le son. Le Reste Tranquille, il est bien. Il y a une sorte de thug attitude dedans. Coup de pression, hein, il y a une sorte de thug attitude, mais en même temps, il y a une interprétation qui est très bonne. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'attends voir ce que ça donne sur un album entier. Bien sûr. Mais là, sur les singles qui sont sortis, c'est pas mal. C'est vrai. Okay. Et Osmose. Voilà. Osmose, ouais. La fille du motel. Ouais, la fille du motel, c'est la chanson française R&B du moment. Allez écouter la version originale, allez écouter le remix. Grégory Boniface, je te salue parce que tu as fait une intervention. En plus, c'est toi qui ouvres le remix. C'est tellement puissant que j'ai eu du mal à écouter après la suite de la chanson. Je revenais toujours en arrière, mais tout le monde est bon sur ce remix. Je suis fier de la France quand j'écoute ça. Alors là, je suis fier de la France, je suis fier du R&B français quand j'entends ça. C'est tellement fort. Et puis on peut citer quand même, on l'a dit, mais Weshden qui a fait une transition R&B qui est très forte. C'est vrai. On attend la suite, mais il y a une transition R&B qui est très forte et vivement d'autres morceaux. Ok. Écoute, on arrive malheureusement déjà à la fin. Déjà. Mais on va parler en off parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. En tout cas, je voulais dire, dans le projet de New Lin dont je te parlais, il y a un son New Jack.
Ah. Donc va vraiment écouter. C'est bon, tu me l'as vendu. Bon, malheureusement, on arrive à la fin. Allez, viens, on fait une deuxième heure. Ouais, on va faire... Je voudrais te donner le mot de la fin et tout, concernant ton actualité et tout, comment ça se passe là. Mon actu, écoute, pour l'instant, toujours tous les mercredis, 19h, 21h sur Move, avec une émission manga. Je peux revenir éventuellement avec un truc R&B, mais pour l'instant, Le podcast ça reste... fini, il devient quoi? Il est en train de muter pour quelque chose qui, j'espère, sera mieux, mais pour l'instant... c'est trop tôt pour en parler. Ok, bon, on respecte. Mais off. j'espère pouvoir donner des news assez rapidement de l'évolution Pokémon de Finine. Intéressant. Finine, donc du coup, qui est une chanson de Joe Desi. Oui. Voilà. Ouais. God me Finine. Écoute, on arrive à la fin de notre tour en discussion. Déjà. Merci. Tu sais que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un. Déjà. Ouais. Enfin, au niveau d'un podcast. Ouais, bien sûr, dans certaines bien sûr. situations, pas. Mais En tout cas, merci beaucoup d'avoir été merci parmi pour nous. l'invitation. Écoute, t'es bienvenu pour la prochaine fois. Avec plaisir. N'oubliez surtout pas de vous abonner à Retour vers l'avenir. On est disponible sur tous les réseaux sociaux. Également, on a des playlists R&B que je vais te recommander après. Avec plaisir. Donc, Hervé à la playlist R&B, Pareil pour l'amour et Turn Up sur le R&B FR. Donc, c'était King Boss pour vous servir et je vous dis à la prochaine.